y a une monopolisation qui n'est pas seulement la monopolisation du traitement, mais il y a aussi une appropriation de la définition de la maladie, qu'on voit beaucoup discuter dans le cas de la psychiatrie parce que les frontières sont plus ambiguës qu'une appendicite. Mais la médecine comme institution définit le normal et l'anormal. Et une des choses qui, en ce moment, est une préoccupation, je pense, mondiale de tous les pays riches, c'est l'espèce de guerre aux armements qu'on vit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais traité des populations entières de façon aussi intensive et aussi chère que ce qu'on fait actuellement. Et il y a une partie de ça qui est une logique inhérente à la médecine. La médecine développe un savoir-faire et des technologies toujours plus poussées qui, à un moment donné, deviennent, quand on les applique à des populations complètes, une menace à la pérennité des systèmes de soins. Et en même temps, il existe aussi des courants dans la médecine qui disent qu'il faut au contraire pratiquer une médecine minimaliste, une médecine qui est centrée sur la plus-value la plus importante pour les gens. Mais comment est-ce que vous voyez la possibilité que l'institution médicale arrive à s'auto-contrôler par rapport à l'utilisation des ressources? Bien, je pense qu'il y a deux choses dans cette question-là. La première, c'est oui, c'est la médecine qui définit le pathologique du non pathologique, mais dans les dernières années, c'est la pharmaceutique qui décide ça. Le nombre de nouveaux, en psychiatrie en particulier, le nombre de nouveaux diagnostics, là, tous les jours, il y en a un nouveau. Être gêné en classe, c'est plus normal, c'est une maladie. Transpirer un petit peu quand on fait une conférence devant des gens, c'est plus normal, c'est une maladie. Tout devient une maladie. Donc, il faut trouver comment gérer le lien entre la pharmaceutique et le médical, et le pharmaceutique et la société aussi, parce que tout ce courant-là de pertinence des soins, donc d'arrêter de faire des tests juste pour faire des tests, d'arrêter de donner des médicaments juste pour donner des médicaments. Pour moi, c'est un peu la rencontre de l'anxiété du patient puis de l'anxiété du médecin. Donc, la société, la télévision, les médias nous font peur qu'on a plein de maladies, on a probablement un cancer quelque part en nous, on a plein de nouvelles maladies, il faut avoir des tests, des traitements, il faut se faire rassurer. Et le médecin est très anxieux parce qu'il va peut-être pas trouver la maladie, il va peut-être pas pouvoir rassurer, puis peut-être qu'il va se faire poursuivre si ça fonctionne pas. Donc, il y a vraiment l'interface entre ces deux choses-là. Puis, je pense que ce qui est le plus important, puis qu'on a de moins en moins dans un système qui veut qu'on soit tellement efficace, c'est le temps. Quelqu'un vient le voir, veut un test, un bilan pour tout. Docteur, faites-moi tous les tests, je vais être sûr que je n'ai pas le cancer. Ça se fait pas. Mais pour expliquer pourquoi, comment ça se fait pas, puis pourquoi il y a peut-être un ou deux tests dont on pourrait discuter, parce que peut-être ça pourrait valoir la peine, ça prend du temps. Puis du temps, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins pour faire ça. Puis les gens sont victimes des campagnes publicitaires, que ce soit la paire de fesses sur l'autobus pour leur dire d'aller avoir une coloscopie à tous les 2 ans, que l'annonce du vaccin pour le zona qui fonctionne à peu près pas, mais là, tout le monde en a besoin parce que le monsieur, il a une grosse éruption cutanée puis il a très mal. Les gens aussi ont très peur d'avoir les maladies. Puis nous, comme médecins, ben, on est formés à faire les choses plus rapides, malheureusement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment... On ne peut pas mettre la faute seulement sur le médecin, je crois, sur tous ces tests inutiles et tous ces médicaments inutiles. Si on voulait vraiment faire les choses qui soient les plus pertinentes, on investirait beaucoup plus dans la prévention, on remettrait l'éducation physique à l'école, puis on s'assurait que les gens dans les hôpitaux et dans les écoles puissent manger adéquatement. Si on faisait juste ça, ça couperait beaucoup aussi du besoin de tous ces tests-là. Mais ça va au-delà des questions de prévention, vaccination. Quand on regarde actuellement pour le cancer, par exemple, on a une capacité technique de détecter des choses qui sont probablement bénignes, qui est énorme et qu'on déploie à extrêmement grande échelle. Et quand on parle de l'augmentation du taux de cancer, en fait, il semble bien que les cancers qui soient réellement dangereux pour la vie des gens ne soient pas en augmentation aussi massive que ce que les chiffres indiquent quand on parle de détection. Oui, et puis je pense qu'on parle de mammographie, on parle de plusieurs autres tests, mais c'est vraiment plus au niveau de la société, je crois, que du médecin individuel à regarder ça. Oui, il y a des guides de pratique pour les médecins. On remet en cause, moi je suis dans une unité où on enseigne aux résidents, aux étudiants, on remet en cause beaucoup le dépistage. On leur parle maintenant que oui, les femmes reçoivent leur lettre pour la mammographie, mais qu'en fait, c'est une décision à prendre parce que beaucoup des cancers qui vont être dépistés ne sont pas des cancers qui vont être dangereux ou mortels. Mais il y a tout le côté de la publicité, des pressions sociales qui font que les gens... Et on joue tellement sur l'anxiété des gens. Je pense que tout le monde est plus anxieux par rapport à sa santé maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans, parce que tout le monde entend le mot cancer à tous les jours ou presque. C'est très difficile de reculer sur des campagnes qui ont déjà été faites. D'autres campagnes de dépistage qui allaient être mises en place ont été un peu mises en pause pour voir si justement ça valait vraiment la peine. Puis il y a la notion du coût, évidemment. Tout est un peu sur la base du coût et de l'efficacité, mais aussi le niveau du coût social ou du coût personnel. Tous ces gens qui sont rappelés pour faire des tests après un dépistage, des tests qui vont montrer finalement que ce qu'ils ont, c'est bénin, mais pendant
3 mois, ils ont cru qu'ils avaient le cancer, puis ils ont fait leur testament, tout ça. C'est très problématique. Mais je pense pas que la réponse... En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que la réponse soit seulement au niveau du médecin personnellement. Je pense que c'est vraiment au niveau de la société en général. Et c'est là où je pense d'institution médicale. C'est-à-dire, c'est bien évidemment pas chaque personne dans son bureau qui peut changer les choses, mais la médecine comme institution sociale est au centre de ce phénomène de sophistication et d'intensité des soins. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas l'attribuer à une personne, mais elle joue un rôle central. Mais l'institution médicale, ça n'existe pas. Les intérêts sectoriels des médecins de famille, des spécialistes, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Et il n'y a pas une institution médicale. Il y a des groupes de médecins qui exercent dans des conditions différentes et dont les intérêts parfois convergent et parfois sont radicalement... Regardez les intérêts des spécialistes et les intérêts des médecins de famille, c'est pas la même chose. Bon, leur situation de travail n'est pas la même. Leur apport à la population générale et par exemple au fait de faire de la prévention n'est pas le même. Leurs interventions médiatiques, statistiquement, il y a plus de spécialistes et de gens qui sont un peu libérés des contraintes de voir des patients et de gagner de l'argent. Il y a plus de spécialistes qui font de la politique et qui sont des élus que des médecins de famille. Il y a des gens qui ont des statuts différents et des places différentes. C'est vraiment un problème aussi de classe sociale. Et quand on dit l'institution médicale, on laisse entendre que c'est une institution homogène. Mais pas du tout. C'est pas une institution homogène. Il y a rien de commun entre M. Barrett et le docteur Leblanc. Merci Marc, j'apprécie. Merci. C'est très gentil. C'est 2 médecins de formation, mais il n'y a rien de commun. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Donc, il ne faut pas parler d'une institution qui n'existe pas et qui est en fait tout à fait hiérarchisée comme le reste de la société. Puis c'est drôle, c'est intéressant de t'entendre dire ça parce qu'en fait, si je regarde au Québec, il y a plein de gens qui, soi-disant, nous représentent, mais il n'y a personne qui représente les médecins. Bon, il y a les syndicats ou les fédérations qui ne sont pas vraiment des syndicats qui sont là pour négocier nos contrats. Hein, c'est vraiment ça à quoi ils servent. Il y a le Collège des médecins qui est supposé s'occuper de la qualité des soins et des problèmes déontologiques, mais ils travaillent comme ils peuvent, pas très fort, mais en termes de qualité de pratique ou en termes de grandes lignes directrices, il y a l'Association médicale canadienne, l'Association médicale québécoise, mais qui n'est pas du tout obligatoire, qui est un regroupement volontaire, qui sont ceux qui poussent beaucoup sur justement la pertinence des soins, less is more, choosing wisely, faire mieux avec moins, tout ça. Ils ont plein de campagnes pour ça, mais c'est des campagnes volontaires. Et en général, les gens qui sont liés à cette association-là sont des gens qui ont déjà un intérêt. Donc, il n'y a personne qui nous représente vraiment. Il n'y a personne qui peut aller parler au nom des médecins en termes de qualité de pratique, je crois. Vous venez de penser qu'il existe, même si ces frontières sont floues, même si ça n'englobe pas tout le monde, il existe quelque chose qui ressemble à une institution médicale, et sur le plan historique et sur le plan social. Et on peut, c'est une des manifestations imparfaites, mais dès qu'il y a des discussions politiques qui touchent la santé, on voit de nombreux groupes composés de médecins et représentants des ensembles de médecins prendre la parole de façon remarquablement harmonieuse. Et de cette harmonie, on peut imaginer qu'il existe probablement à l'intérieur de ça des structures plus fortes.